Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais, où nous allons une fois encore revenir sur l'affaire de la Société Générale qui passionne le monde entier, la France évidemment en particulier. La question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que les salles de marché sont devenues des salles de jeu? C'est un sentiment général, on va voir s'il correspond à la réalité. Je vous présente tout de suite mes invités et d'abord Eliette Gemant, vous êtes une légende des marchés financiers, c'est votre première télévision, vous avez beau donner des conférences à peu près dans le monde entier, c'est la première fois qu'on va vous voir à la télévision en France, vous êtes totalement inconnu du grand public, mais comme je le disais avant le soir 3, quand l'affaire a éclaté, l'affaire de la Société Générale, c'est à vous que le New York Times est immédiatement venu poser des questions. Alors pourquoi vous êtes bardé de diplômes, vous avez fait Normal Sup mathématiques, vous avez un doctorat en probabilité, un doctorat en finance, vous êtes une as des mathématiques financières. Vous avez été l'une des premières à marier les probabilités et la finance. C'est sans doute ce qui vous a rendu célèbre. C'était d'abord à Paris 6, puis à Dauphine. Aujourd'hui, je précise que vous êtes professeur à l'ESSEC et professeur à Londres. C'est certainement ce cours qui vous a rendu célèbre, qui a fait votre réputation jusqu'aux États-Unis. Je ne me trompe pas si je dis ça. Oui, ce cours et ma recherche et mes publications et mes étudiants et mes conférences. Des étudiants qu'on retrouve dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une école française du trading, tous ces jeunes gens que vous avez formés et qui sont aujourd'hui sur toutes les places boursières du monde? En tout cas, je voudrais dire qu'il y a certainement une école française mathématique et elle est très belle et je voudrais la saluer. Il y a une école française probabiliste et elle est très belle et je voudrais la saluer. Et comme, bien évidemment, les marchés financiers évoluent de façon aléatoire, il était quelque peu inévitable que la science française soit utilisée dans ce qu'on appelle les nouveaux instruments financiers qui se sont développés dans les, disons, 20 dernières années. Je vous présente vos voisins, Eliette Gemant, Tammy Cabage, vous êtes un ancien trader, vous avez exercé à Londres et sur le marché américain, vous êtes professeur à l'université d'Orléans aujourd'hui et vous êtes l'auteur de L'art du trading et de Psychologie des grands traders. Michel Lejoyeux, vous êtes psychiatre, professeur à la faculté de médecine de Paris 7, vous êtes un des spécialistes des addictions et vous êtes l'auteur notamment de La fièvre des achats et du plaisir à la dépendance, dans lequel vous dénoncez une société qui nous pousse au toujours plus. Enfin, Stéphane Osmond, vous êtes énarque, vous êtes passé par des cabinets ministériels, par des grandes entreprises, vous avez acquis une expertise financière qui vous permet aujourd'hui de conseiller d'autres grandes entreprises, mais vous êtes également écrivain, vous êtes l'auteur d'une trilogie romanesque, le premier c'était Le Capital, c'était en 2004, le deuxième tome, Le Manifeste, est sorti en 2006, le troisième sortira le 18 mars, il s'intitule L'idéologie. Alors, ma première question, je vous la pose à vous, Eliette Gemant, ce vedettariat de Jérôme Kerviel, je le disais tout à l'heure, il y a à peu près 800 000 occurrences en ce moment sur Internet qui le concernent, c'est devenu une vedette mondiale. Est-ce que ce vedettariat vous choque? D'une certaine façon, et je vous remercie de me donner la parole et de me donner l'opportunité de faire un point important à un instant où se multiplient les blogs dans lesquels M. Kerviel est décrit comme un héros. Sa page sur Facebook grossit chaque jour. Il est élu trader de la Société Générale de l'année. Mais il ne faut pas se tromper. Même s'il reviendra à l'enquête judiciaire d'établir si la terminologie de fraude est appropriée à son endroit, il est déjà clair à cet instant donné que M. Kerviel a fait prendre à la Société Générale et donc à ses petits déposants des risques inconsidérés. Il a mis en jeu 50 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 2 fois ce qu'on appelle les fonds propres de la banque. Donc, pour moi, M. Kerviel n'est pas Robin des Bois. Pour moi, M. Kerviel n'est pas Albert Schweitzer. M. Kerviel est un trader dont l'objectif exclusif était d'optimiser sa trajectoire personnelle.
Or, l'éthique est fondamentale dans le monde de l'entreprise et elle est incontournable dans la finance. Et je le dis fortement à tous ceux qui rêvent de faire de la finance demain, si l'éthique n'est pas dans votre référentiel, passez votre chemin et allez vers d'autres activités. Et enfin, sans être rébarbative, je mentionnerai un seul chiffre pour finir. Sur l'année 2007, la Société Générale devait déclarer 5,5 milliards d'euros de profit. Finalement, la Société Générale va déclarer un demi-milliard d'euros de profit, ce qui va entraîner pour l'État 1,5 milliard d'impôts de moins à recevoir de la Société Générale. Et 1,5 milliard d'impôts d'euros dans notre pays à cet instant donné, avec 1,5 milliard d'euros, vous aidez des jeunes entreprises innovantes, vous aidez des entreprises industrielles qui doivent développer des techniques et vous créez des emplois. Par conséquent, il est important que nous gardions à l'esprit que M. Kerviel ne mérite à aucun instant le titre de héros ce soir ni demain. On reviendra sur le cas de Jérôme Kerviel, monsieur, on ne rentre pas dans les détails du personnage, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il aurait pu ruiner la Société Générale? Est-ce que, comme Nick Leeson, en son temps, a ruiné la Barings? Est-ce que c'était possible? Je vous en prie, Eliette. Moi, je dirais, je répondrais de façon optimiste que les systèmes de contrôle auraient été mis en alerte avant véritablement que la Société Générale eût été en péril, c'est-à-dire que la quantité d'argent perdu eût véritablement avoisiné ce qu'on appelle les fonds propres, c'est-à-dire les 30 milliards, oui, 30-35 milliards 30-35 milliards d'euros. Mais donc, sur le papier, c'est possible. Un trader peut ruiner une banque de l'importance de la Société Générale, c'est-à-dire beaucoup plus importante que la Barings. Il l'a ruiné, Nick Leeson, avec 1,2 milliard de pertes uniquement. Votre avis? Disons que voilà, c'est difficile, mais c'est possible. Imaginons un moment que le marché est baissé de 20% très rapidement, ce qui s'est déjà vu dans le passé. Effectivement, là, la Société Générale n'aurait pas perdu 5 milliards, mais 10 milliards. Bon, ça reste tout de même inférieur aux fonds propres de la banque, mais voilà, ça reste quand même des sommes, des montants conséquents. Oui, et puis s'ajoute à ça l'aspect un peu psychologique, c'est-à-dire que s'il y a une perte de confiance dans la banque et dans la capacité de la banque à assurer ses engagements auprès de tous les particuliers ou les entreprises qui ont des comptes bancaires à la Société Générale et que vous voyez gonfler la foule devant les succursales de la Société Générale parce que les gens ont peur d'une faillite et viennent retirer leur argent. C'est un peu ce qui s'est passé en Angleterre récemment avec la banque Northern Rock. On avait passé des extraits dans cette émission. Oui, il y a une crise de confiance, les gens se précipitent, d'où le fait que pendant 2-3 jours, ça a été une crise assez difficile à gérer parce qu'il ne fallait pas provoquer cette crise de confiance. Parce que crise de confiance veut dire que tous les déposants à la Société Générale, je crois que la Société Générale a 10 millions de comptes dans son bilan, c'était une crise de confiance majeure. Et c'est là où le risque. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est pas seulement le cas de M. Kerviel, savoir s'il est pathologique, pas pathologique, gentil ou méchant. C'est que quand même, quelles que soient ses fêlures, quelles que soient ses frustrations, ses envies, enfin, je sais pas qui il est, mais c'est que malgré tout, on a mis en péril une grande banque française. Et on n'était pas loin de la mettre en péril. C'est ça qui est un peu inquiétant. Et c'est pour cette raison que, alors vous parliez d'éthique tout à l'heure, à quelle occasion ont-ils la possibilité d'exprimer cette éthique à laquelle vous faisiez référence? L'occasion dans son quotidien. Il sait, un trader sait qu'il a des limites de risque à ne pas dépasser. Mais c'est pas une éthique personnelle, ça c'est une règle de fonctionnement. Mais je veux dire, à quelle occasion, dans la réalisation de son métier quotidiennement, est-il en mesure d'exprimer son éthique? Où est l'éthique dans une salle de marché? L'éthique, c'est normalement quelque chose qui est en vous avant de rentrer dans une salle de marché. Si on laisse rentrer dans une salle de marché des gens qui n'ont pas d'éthique,
on est en très grand danger. On est en train de mettre en danger les petits déposants de la banque, on est en train de mettre en danger les petites et moyennes entreprises qui ont besoin que la banque leur prête de l'argent pour augmenter le tissu industriel de notre pays. Par conséquent, pour moi, l'éthique doit être à l'intérieur de l'individu avant qu'il ne soit autorisé à rentrer dans la banque, avant qu'il ne soit autorisé à rentrer dans la salle des marchés. Alors, c'est clair qu'il n'est pas très facile de pouvoir le mesurer et de pouvoir en être certain, mais disons que c'est un élément qui me paraît extrêmement important et que des psychologues, lors d'entretiens, etc., devraient s'attacher à mesurer et à mettre en évidence. Michel Lejoyeux, vous qui êtes psychiatre, justement. Effectivement, l'éthique, c'est quand on est dans la logique de la raison, mais quand on rentre dans la logique du jeu, on rentre dans une logique finalement de face à face avec le destin. On le voit avec les joueurs de casino et on le voit là aussi dans certains aspects financiers. La différence entre un joueur normal et un joueur pathologique, c'est quoi? C'est que celui qui perd, il se dit je vais pas retourner au casino, je vais plutôt passer quelques jours et me refaire. Ça, c'est le joueur normal. Ça, c'est le joueur normal. Le joueur pathologique est en face à face avec le destin, en face à face avec le sort, et il veut que ce qui lui a fait perdre, il veut se venger, il veut prendre une revanche vis-à-vis de ce destin. Donc, même, j'allais dire, avec la meilleure éthique personnelle qui soit, quand on est pris dans une logique de répétition, de défi, de jeu, et puis aussi même quand on a de l'éthique, on a des fois envie de frisson, on a des fois envie de frôler la norme, d'avoir des petits coups comme ça d'adrénaline, et peut-être qu'au moment de ces petits coups d'adrénaline, l'éthique se fendit un tout petit peu. Je voudrais juste rejoindre les propos de Michel Lejoyeux. C'est vrai que les marchés financiers sont régis par l'incertitude. De nombreux travaux de recherche, notamment la finance comportementale, montrent qu'en situation d'incertitude, les individus ne sont plus du tout rationnels. Ils prennent des risques démesurés, ils refusent de prendre des pertes, ils commencent à moyenner à la baisse, etc. Et Jérôme Kerviel, bien évidemment, il y a l'aspect éthique. On pourrait parler de « je respecte les règles », c'est-à-dire je suis embauché pour... Bon, il avait une limite de 125 millions... Enfin, je pense 125. Oui, voilà, à ne pas dépasser. Ouais. Bon, il a tout explosé, mais l'éthique, c'est quand même bon. La Société Générale emploie 130 000 personnes. Il a mis en péril toute une banque. Mais c'est vrai que Jérôme Kerviel a peut-être été, encore une fois, l'instruction est en cours. On ne va pas juger le bonhomme. Oui, mais parce que c'est ce qu'on fait à travers dans toutes les émissions de télévision en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui commencent à montrer que il serait derrière, il a quand même fraudé, il a quand même détourné les comptes, etc. Mais c'est vrai qu'en situation d'incertitude, et les faillites nombreuses le montrent, les gens oublient toute rationalité, se mettent à prendre des risques de plus en plus importants, et finalement, cette logique, cette rationalité disparaît. Et là, on n'est plus dans une question d'éthique ou pas éthique, on est dans une situation où je ne réfléchis plus, je ne pense plus aux conséquences. Les conséquences peuvent être dramatiques, peuvent causer des dommages graves, mais je n'y pense plus puisque je suis essentiellement focalisé sur réaliser ou revenir par exemple à l'équilibre. Alors prenons un exemple, il est célèbre, c'est celui de Nick Leeson. Il travaillait pour la Barings en 1995. Il était à Singapour. Un film a été tiré de son aventure, qui a mené à la comment on dit déjà, à la faillite de la Barings, une très ancienne banque d'affaires. Effectivement, le film s'appelle Trader, il date de 1999. En voici un extrait. This was for the 5/8 account. I bought the missing contracts. £60,000? Shh. It was only 20 before. When the market went the wrong way, I had to cut the loss. What did Simon Jones say? Are you serious? He'd shut us down if he knew. Look, everything will be all right so long as we balance the books by the end of the month. How? Well, we trade on our own account until we wipe out the losses, and then we can use money from the client account and pay it back with next month's profits. You mean gamble? Relax, Bonnie. That's all the market is. One giant casino. I was counting on the fact that nobody looked at the books until the end of each month. As long as the 5/8 account showed a nil balance in the last day of the month, no one would suspect anything was wrong. But instead of winning back the position, we made more losses. And I had to borrow more money from the client account to keep them hidden.
La bourse est moins physique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire que finalement, elle est moins physique. Auparavant, on passait des ordres par téléphone, il y avait une distance. Alors qu'aujourd'hui, on est passé à ce que l'on appelle les passages d'ordre en ligne. Et il y a certains travaux de recherche ont montré que le passage du courtage par téléphone au courtage en ligne a provoqué deux choses. Premièrement, les clients se sont mis à prendre de plus en plus d'ordres. On a ce que l'on appelle la suractivité. Et la deuxième conséquence, c'est une baisse de la performance moyenne de ces clients. Donc finalement, ces individus se disent « je maîtrise la situation ». Je suis capable, puisque je passe mes ordres en direct, je suis directement sur les marchés, je suis le marché. Donc il a l'impression de maîtriser les marchés et il est grisé quelque part par la toute-puissance et finalement il tombe dans le piège des biais psychologiques. Donc ça change pas mal de choses. Elisabeth Geumand, pour vous, la différence qu'il y a eu entre le passage à l'époque où on les voyait autour de la corbeille, hein, comme ça très physique, aujourd'hui c'est différent. Oui, et ce qui est différent, bien évidemment, c'est effectivement la quantité et le volume qui sont transactés. Il est clair que si l'on revient à la position que M. Kerviel a construite, elle était très importante parce qu'il a été capable, ne serait-ce qu'avec les liquidités qui étaient présentes sur les marchés, de construire une position aussi importante. Il y a 10 ans ou 15 ans, la liquidité qui était offerte sur les marchés était beaucoup plus petite et par conséquent, M. Kerviel n'aurait pas pu bâtir une position aussi exorbitante. Et je me permets juste de revenir 10 secondes sur ce que mon voisin a dit tout à l'heure, à savoir que quand les traders sont en situation d'incertitude, leur comportement change. Je voudrais dire que dès le départ, nous sommes en situation d'incertitude. En 1950, un journaliste américain demandait au grand Paul Samuelson, prix Nobel d'économie que j'ai eu l'honneur d'inviter au Collège de France dans notre pays, on lui demandait, Monsieur Samuelson, que vont faire les marchés? Et Paul Samuelson répondait, les marchés boursiers vont fluctuer. Et de facto, depuis 1950, les marchés boursiers fluctuent. Certains jours, on est à la hausse, certains jours, on est à la baisse. Et quand on est trader, on doit être capable de gérer à la fois la pression créée par la hausse et la baisse des marchés. Et on doit aussi être capable de respecter ses limites de risque et de savoir ce pourquoi on a été recruté et ce envers qui on a des devoirs. Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut sous prétexte qu'on est dans une banque. Et quand on est au casino, il faut se souvenir qu'on joue son argent. Je passe une partie de ma vie aux États-Unis. Je connais bien les casinos parce que certains éléments de ma famille en sont très friands. Mais au casino, vous jouez votre propre argent. Dans la salle des marchés, vous jouez l'argent des petits déposants, l'argent des clients de la banque, l'argent des fonds propres de la banque, ce qu'on appelle le portefeuille en nom propre de la banque. Et ça, c'est différent. Quand je m'occupe de vos économies, Monsieur Tadei, ou de celles de vos parents ou grands-parents, j'ai un devoir de limitation de mes risques qui peut être différent de celui que j'aurai quand il s'agit de mon propre argent. Et ça, c'est une responsabilité qu'il convient de ne pas passer sous le tapis, sous prétexte que tout le monde parle de finances, que les marchés financiers, c'est un endroit très glorieux. C'est pas pour ça qu'il est permis de faire n'importe quoi.